Dans la ville de Oaxaca, l'air chaud des après-midi semblait toujours s'imprégner du parfum sucré du maïs, tandis que le son persistant des cloches de l'église se mêlait aux couleurs flamboyantes des toits de tuiles rouges que le soleil couchant dorait de ses derniers rayons. Dans les ruelles pavées, animées par les voix des marchands offrant fruits, fleurs de cempasúchil et tissus colorés, Rosaura avançait d'un pas mesuré, une grande corbeille de tamales enveloppée dans des feuilles de bananier posées sur sa hanche. Sa démarche restait digne, mais ses yeux trahissaient un poids plus lourd que la fatigue des jours, c'était un épuisement de l'âme. 3 années s'étaient écoulées depuis ce 14 juillet où son fils Matteo avait disparu, comme avalé par un silence cruel qui ne laissait aucune trace. Depuis, chaque rue de son quartier lui renvoyait l'écho de son rire, chaque place réveillait le souvenir de ses petites jambes courant derrière un ballon de chiffon, chaque matin lui rappelait les instants où il l'aidait à moudre le nixtamal. Quand elle préparait la pâte, il avait pour habitude de lui voler un morceau cru pour le goûter en cachette, et aujourd'hui encore, en y pensant, elle devait se mordre les lèvres pour contenir ses larmes. Le monde autour d'elle continuait d'avancer, mais pour son cœur, le temps s'était figé. Pourtant, chaque matin, elle se levait, vendait ses tamales, saluait les voisins, et assistait fidèlement à la messe. Dans sa maison, un petit autel restait illuminé par une flamme vacillante, à côté, la photo de Matteo demeurait sans poussière, comme protégée par un invisible interdit. Ne perds pas la foi, Rosaura, lui avait soufflé ce matin la Doña Elvira, la boulangère, tandis qu'elle déposait sur ses bras une miche de pain chaud. Elle n'avait pu répondre qu'avec un sourire faible, la foi est tout ce qu'il me reste, comadre. Le carillon de la cloche de l'église, résonnant dans l'air brûlant, la ramenait encore et encore à ce jour tragique. Le père Chuchot, un homme à la barbe grisonnante et à la voix douce, l'accueillit sur le parvis et lui dit « Ma fille, tu sembles plus préoccupée que d'habitude. » Alors, avec un nœud dans la gorge, elle lui confia son rêve de la nuit passée, Matteo y apparaissait de dos, comme s'il voulait parler, mais jamais il ne se retournait. « Dieu parle de bien des manières, n'ignore pas ce que ton cœur te dit, » répondit-il en posant une main compatissante sur son épaule. Durant la messe, agenouillée sur un banc de bois, Rosaura ferma les yeux et implora, comme elle le faisait toujours, que son fils fût encore en vie, qu'il fût protégé quelque part, et que si telle était la volonté de Dieu, elle puisse un jour le revoir. Ce soir-là, en quittant l'église, le ciel flamboyait d'orange et de rose, baignant la rue Garcia Vigile d'une lumière ardente. Le vent portait l'arôme sucré du pain sortant du four de Doña Elvira. Pourtant, en dépit de cette beauté ordinaire, une douleur sourde lui serra la poitrine, rappel cruel que la vie ne se déroule jamais selon nos attentes, mais recèle toujours des virages imprévisibles. En passant devant la place principale, elle s'arrêta un instant, attirée par la musique d'un trio jouant des boléros. Autour, des touristes filmaient la scène, insouciants et joyeux. Rosaura songea alors à Matteo, passionné de musique, qui adorait écouter les chansons que son grand-père lui fredonnait. Une intuition, comme un souffle intérieur, la traversa soudain, quelque chose allait se produire. Était-ce une étincelle d'espérance ou bien une mise en garde? Elle n'aurait su le dire, mais un frisson lui parcourut la peau, et en tournant l'angle de sa rue, elle remarqua le silence étrange qui semblait suspendre tout le quartier, comme si la respiration collective s'était interrompue en attente d'un événement imminent. Elle ignorait encore qu'un étranger allait bientôt surgir et bouleverser à jamais le cours de sa vie. À l'aube suivante, la lumière rosée baignait les façades coloniales, les cris des coqs se mêlaient aux battements des cloches appelant les fidèles à la première messe. Rosaura, déjà debout avant le lever du soleil, broyait le nixtamal avec un rythme régulier, presque rituel. La vapeur de la marmite emplissait la cuisine de l'odeur familière des tamales qu'il avait toujours soutenue dans son existence humble. Ses mains habiles enfermaient la pâte dans des feuilles de bananier, serrant chaque paquet d'un fil de maguey. Dans le coin, près de la fenêtre, la flamme de la bougie brûlait calmement devant la photo de Matteo, toujours immaculé. Sa voisine, Doña Chola, lui lança un « Buenos dias », joyeux depuis le portail. Rosaura lui répondit avec un sourire fatigué et l'habituelle bénédiction, « Que Dieu nous donne bonne vente ». Le chemin jusqu'au marché était un couloir de vie et de mémoire, l'odeur du café frais s'échappait des cuisines, les femmes balayaient leurs trottoirs, les enfants couraient vers l'école, leurs cartables ballottant dans leurs courses. Déjà les étals du marché éclataient de couleurs, rouge brillant des tomates, vert des piments, jaunes éclatants des fleurs de cempasúchil, petites étoiles solaires qui inondaient les paniers. Rosaura installait ses tamales bien alignés, comme des soldats disciplinés. Certains clients fidèles la connaissaient par son prénom. Don Felipe, moustachu, lui demanda sa commande habituelle, 2 tamales de piment et un sucré. Ces échanges simples, quotidiens, constituaient pour elle un fragile rempart de normalité, bien qu'au fond d'elle la douleur de l'absence ne s'atténuât jamais.
Lorsque les ventes ralentissaient en milieu de matinée, Rosaura gagnait l'église où le père Chuchot l'accueillait toujours. À lui seul elle osait confier ses rêves. Cette nuit encore, j'ai vu Matteo, mais il me paraissait lointain, comme dissimulé derrière un voile de brume. Le prêtre, d'un regard tendre, lui répondit que les rêves étaient des semences, certains se développaient en espérance, d'autres en avertissement, mais tous réclamaient attention. Après la messe, elle s'arrêtait à l'épicerie pour acheter l'essentiel, haricots, riz, un peu de sucre, et saluer les anciens jouant au domino sous un jacaranda en fleurs. Chaque visage familier, chaque geste de routine, était un fil du tissu social qui l'empêchait de s'effondrer. L'après-midi s'écoulait dans les tâches, préparer plus de pâtes, laver le sol, arroser les bougainvilliers qui éclaboussaient le patio de rouge et de violet. Lorsque le soleil déclinait, ses rayons d'or effleuraient les murs blanchis à la chaux, et parfois le vent semblait lui porter un murmure lointain, comme si Matteo cherchait à lui parler. Chaque soir, Rosaura s'asseyait devant son autel, remerciait Dieu pour un jour de plus et implorait sa protection pour son fils, où qu'il fût. L'espérance l'animait mais pesait aussi lourd que les pierres. Cette nuit-là, en éteignant la lumière, elle ressentit quelque chose de différent, ni tristesse ni consolation, mais une étrange anticipation, comme si le destin tissait déjà dans l'ombre une nouvelle trame pour sa vie. Le lendemain, le ciel était couvert de nuages épais qui annonçaient une pluie précoce. Rosaura, frissonnante dans l'air humide, marchait vers l'église pour allumer une bougie. Les pavés encore mouillés d'une pluie nocturne reflétaient les façades éteintes, et l'odeur de la terre mouillée se mêlait à celle du pain chaud de Doña Elvira. En tournant la rue Morlot, elle aperçut une silhouette qui la fit s'arrêter. Un homme était assis contre le mur de l'église, affaissé, le visage caché par un vieux sombrero, une veste usée couvrant à peine ses épaules. Ses mains sales et crevassées tremblaient légèrement. Rosaura hésita quelques secondes, elle connaissait tous les visages du quartier, et lui n'en faisait pas partie. Pourtant, quelque chose dans sa posture, peut-être sa fatigue ou sa fragilité, toucha son cœur. Elle s'approcha et demanda doucement, « Vous allez bien ?» L'homme leva la tête et ses yeux sombres, rougis, la fixèrent avec une étrange combinaison de méfiance et de détresse. « Juste un peu d'eau » murmura-t-il d'une voix rauque. Sans réfléchir, Rosaura courut à l'épicerie du coin, acheta une bouteille et la lui tendit. Il but avidement, puis soupira d'un soulagement visible. « Que Jésus vous bénisse » dit-elle comme un réflexe de foi. Il la regarda de nouveau, ses yeux soudain animés d'une lueur singulière. « Voilà bien longtemps que personne ne m'avait aidé ainsi. » Il se présenta d'une voix basse, « Je m'appelle Esteban. » Elle répondit avec simplicité, « Je suis Rosaura. J'habite à quelques rues d'ici. » Je le devine, la façon dont vous parlez est différente de celle des gens d'ailleurs, ajouta-t-il, comme un homme qui aurait beaucoup voyagé. Alors elle tira de sa corbeille quelques tamales. Ils sont au piment et au sucre. Mangez, cela vous fera du bien. Esteban accepta, mâchant lentement chaque bouchée comme s'il savourait un trésor oublié. Entre deux silences, il levait parfois les yeux vers elle, pesant ses mots. « Et qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda Rosaura. « Le chemin, et des choses que je dois retrouver, » répondit-il sans plus de détails. Une brise légère fit résonner les cloches de l'église, un tintement cristallin qui se mêlait à l'air saturé de silence. Rosaura frissonna en l'entendant, non pas à cause du vent, mais parce qu'un pressentiment sournaissait dans son cœur, une impression inexplicable, désagréable presque, qu'elle ne savait nommer. Son voisin, Don Ernesto, passa devant elle et, en la reconnaissant, s'approcha pour la saluer. Ses yeux se posèrent aussitôt sur l'homme qui l'accompagnait, un étranger aux traits fatigués. Il fronça le sourcil avec méfiance, « Qui est-ce ? Je ne l'ai jamais vu par ici. » D'un ton mal assuré, Rosaura répondit, « Un voyageur. » Don Ernesto la fixa sévèrement, « Fais attention, Rosaura. De nos jours, on ne sait jamais. » Et il s'éloigna, laissant derrière lui ces mots lourds comme une ombre. Rosaura remarqua alors qu'Esteban, l'homme au vieux chapeau, avait baissé la tête, comme si ses paroles le touchaient d'une manière intime et connue. « Ne t'inquiète pas, » dit-il d'une voix calme, comme pour deviner ses pensées. « Ça ne me dérange pas. J'y suis habitué. Quand les gens voient quelqu'un comme moi, ils imaginent le pire. » Elle resta silencieuse, incapable de répondre immédiatement. Son regard se posa sur le geste humble d'Esteban qui rangeait soigneusement le reste de son tamal dans une petite poche, comme si c'était un trésor. Cette simplicité la frappa en plein cœur et lui rappela un souvenir de Matteo, son fils disparu. Enfant, il avait la même habitude, celle de mettre de côté ses bonbons pour en prolonger la douceur.
Si tu veux te reposer, il y a un banc sous le porche de l'église, dit-elle doucement. Tu seras au moins à l'abri de la pluie. Esteban secoua la tête, merci, mais je ne peux pas rester trop longtemps au même endroit. Sa voix portait à la fois de la gratitude et une méfiance prudente. Rosaura n'insista pas. Elle entra dans l'église. Mais en jetant un coup d'œil en arrière, elle vit qu'il la suivait du regard. Une sensation étrange, presque un élan intérieur irrépressible, s'imposa à elle, cette rencontre n'était pas un hasard. Elle alluma une bougie et, alors que la flamme vacillante s'élevait vers les hauteurs, une question retentit dans son esprit comme un écho, pourquoi sentait-elle que cet homme portait quelque chose lié à sa propre histoire? Dehors, les cloches sonnèrent de nouveau, emplissant l'air d'un tintement qui se fit résonance avec l'inquiétude croissante qui s'installait dans son cœur. La pluie arriva cette même après-midi. Fine, mais persistante, elle s'abattit sur les toits de tôle, dessinant de petits ruisseaux dans les rues pavées. En sortant de l'église, Rosaura aperçut encore Esteban. Il se tenait sous un avant-toit, observant la pluie qui tombait. Son vieux chapeau dégorgeait l'eau, sa veste sombre alourdie par l'humidité lui collait presque à la peau. « Tu n'as nulle part où aller ?» demanda-t-elle, essayant de donner un ton léger à sa voix. Il sourit faiblement, « Beaucoup d'endroits, mais aucun qui soit à moi. » Ils marchèrent ensemble un bout de chemin jusqu'au marché. Les bâches des étals craquaient sous les gouttes. Rosaura lui proposa alors de se réfugier dans une petite remise derrière son échoppe. L'odeur de pâte de maïs et de feuilles de bananier flottait dans l'air, enveloppante, presque maternelle. Esteban, en entrant, poussa un soupir et se détendit un peu, « J'ai dormi dans bien pire », dit-il en observant l'endroit. Voilà des années que je vis ainsi, de passage, d'un lieu à l'autre. Et tu n'as jamais pensé à t'arrêter quelque part, demanda Rosaura en lui servant un café fumant. Il haussa les épaules, j'ai essayé. Mais parfois, le passé ne te laisse pas en paix. Ces mots résonnèrent en elle comme un glas. Elle le fixa, cherchant à lire derrière son regard, à deviner si ce qu'il disait cachait un écho à sa propre douleur. Esteban détourna les yeux, se concentra sur la chaleur de la tasse entre ses mains. Vous savez, reprit-il d'un ton grave, sur les routes, on voit des choses qui ne s'effacent pas. Des vies perdues. Des gens qui cherchent, sans savoir qu'on les cherche aussi. Rosaura sentit son souffle s'accélérer. Perdu? Comment ça? Il hésita, puis ajouta, comme un jeune que j'ai croisé un jour. Il avait dans les yeux quelque chose, qui me rappelait ton regard. Un silence pesant s'installa. Rosaura sentit ses jambes faiblir. Était-ce une simple coïncidence cruelle? Avant qu'elle n'ose questionner davantage, don Ernesto apparut à l'entrée de la remise. Sa voix claqua comme un fouet, « Je te l'avais dit, Rosaura. Ce n'est pas bon de fréquenter des inconnus. On ne sait jamais ce qu'ils apportent. » Elle tenta de garder son calme, « Ce n'est qu'un homme qui a besoin d'aide, don Ernesto. » Mais lui répliqua durement, « Et toi, tu es une femme seule. Ne sois pas naïve. » Esteban baissa la tête, résigné, comme accoutumé à ses jugements. Quand le voisin s'éloigna, il murmura, « Ce qu'ils disent ne me blesse pas. Les gens ici ont appris à se méfier de tout et de tous. » Rosaura sentit alors un tiraillement violent en elle. Elle savait qu'accueillir cet homme pouvait attirer des ennuis, mais son cœur, nourri de foi, refusait de se détourner de lui. Alors elle posa ses conditions, « Si tu restes ici quelques jours, tu m'aideras à vendre. Ainsi, personne ne dira que tu profites de moi. » Esteban leva les yeux, les siens brillant d'une lueur d'acceptation. C'est un marché. L'après-midi s'écoula dans un travail partagé. Esteban fit preuve d'une habileté surprenante pour arranger les feuilles, porter les sacs lourds, organiser les produits. Rosaura observa, étonnée de sa force et de sa persévérance. Entre deux tâches, il livra des fragments de son existence, des saisons passées dans les champs de canne, des nuits passées à la belle étoile, des chemins poussiéreux qui semblaient ne jamais mener nulle part. À un moment, il confia, une fois, près de Veracruz, j'ai entendu parler d'un garçon qui s'était enfui d'un ranch. On disait qu'il avait les cheveux noirs et une cicatrice à l'arcade. Rosaura sentit son estomac se tordre. Matteo, son fils disparu, portait exactement cette cicatrice. Sa voix trembla, quand cela? Il y a quelques mois. Mais je ne peux pas dire si c'était lui. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Cette nuit-là, tandis que la pluie tambourinait sur le toit de sa maison, Rosaura ne trouva pas le sommeil. Les paroles d'Esteban s'entremêlaient au bruit de l'eau et au souvenir lancinant du dernier regard échangé avec Matteo.
Était-ce un signe véritable, ou seulement les fantômes du passé qui revenaient la hanter? Elle ne savait pas, mais au fond d'elle une voix insistante lui disait qu'elle devait écouter cet homme. Cette décision, elle ne le devinait pas encore, marquerait un tournant sans retour dans sa vie. L'aube arriva avec un ciel pur, lavé par la pluie nocturne. Rosaura se leva avant le soleil, comme à son habitude, mais son esprit était agité. L'image du garçon à la cicatrice la hantait. Était-ce vraiment une piste, ou bien une illusion cruelle prête à briser de nouveau son cœur? Tout en broyant le maïs pour la pâte, elle prit une résolution. Elle aiderait Esteban, mais à ses propres conditions. Elle ne laisserait pas le chaos s'emparer de son existence. Lorsqu'elle apporta le café au patio, il était déjà assis, contemplant les bougainvillées en fleurs. « Bonjour », dit-elle d'un ton ferme. « Bonjour, Rosaura. » Il esquissa un sourire discret, comme s'il attendait une sentence. « Si tu restes, tu devras travailler. »« Ici, le pain ne se donne pas, c'est juste, » répondit-il sans hésiter. « Je ne cherche pas la charité, je cherche un but. » Ces mots la bouleversèrent. Peu d'hommes parlaient ainsi, surtout pas ceux dont le visage portait les marques de tant de défaites. À la mi-journée, elle l'emmena au marché. Esteban aida à disposer les tamales, à accueillir les clients. Quelques-uns le regardaient avec méfiance, mais il répondit toujours avec courtoisie. Mieux encore, il réussit à vendre davantage que d'habitude, usant de phrases simples mais engageantes, « Prenez en deux et je vous en offre un, parce qu'aujourd'hui est un bon jour pour partager. » Sa voix avait une chaleur désarmante. Rosaura l'observait, partagée entre la vigilance et un étonnement croissant. Elle voyait bien que, malgré les murmures, Esteban possédait un charisme rare, une faculté mystérieuse de gagner la confiance des inconnus. Quand la journée prit fin, ils passèrent par l'église. Rosaura s'agenouilla comme chaque soir pour allumer sa bougie. « Seigneur, » murmura-t-elle, « éclaire-moi pour comprendre ce qui se passe. Si cet homme est ici par ta volonté, qu'il en soit ainsi, mais ne laisse pas mon cœur se tromper. » Esteban, debout derrière elle, fixait les statues sacrées. Quand elle se releva, il glissa à voix basse, « Moi aussi je prie, même si je ne sais pas toujours si on m'entend. » Rosaura le regarda et répondit avec une douceur ferme, « La foi est comme une semence. Elle ne pousse pas si on ne l'arrose pas. » Il détourna légèrement les yeux et murmura, « Et si on l'arrose, et qu'elle reste sèche ?» La question resta suspendue entre eux, plus lourde que la pluie de la veille. Rosaura comprit alors que ce voyageur n'était pas seulement un passant égaré. Il était porteur de mystères, de douleurs, et peut-être, de réponses qu'elle attendait depuis des années. Dans ses yeux voilés d'ombre, une douleur sourde se lisait encore. Pourtant, elle trouva la force de répondre, avec cette dignité fragile qui naît seulement de la souffrance longuement endurée, « Alors tu continues d'arroser, parce que parfois Dieu attend qu'on apprenne à attendre. » Ces paroles, simples et mystérieuses, résonnaient comme une vérité qu'elle n'avait pas cessé de répéter à son propre cœur pour ne pas sombrer. Ils sortirent ensemble, et leurs pas se mêlèrent sur la rue étroite de Doquinada. Le soir tombait, et au détour d'une placette, des enfants riaient, courant derrière une balle fabriquée de chiffons serrés. Rosaura ne put retenir un élan de souvenir. Matteo, son fils disparu, avait eu à cet âge les mêmes éclats de rire, le même souffle pressé par le jeu. Esteban vit le changement subtil dans son visage, le voile de mélancolie qui la traversa. « C'était un bon fils, n'est-ce pas ?» demanda-t-il avec une prudence infinie. « Il est » corrigea-t-elle aussitôt, la voix ferme. « Je ne peux pas parler de lui au passé. » Le soir venu, après avoir partagé un repas frugal, Esteban osa s'ouvrir davantage. Sa voix se fit grave, chargée de récits qu'il portait comme des fardeaux. « Dans mes voyages, j'ai vu des choses terribles. Des hommes qui profitent des jeunes, qui les utilisent puis les rejettent comme des objets sans valeur. Une fois, j'ai entendu parler d'un garçon qu'on appelait le muchacho de la Ceja Marcada, le garçon à la cicatrice sur le sourcil. » Ces mots tombèrent comme des pierres dans le cœur de Rosaura. Esteban ajouta doucement, « Je ne sais pas si c'était ton fils. Mais si c'était lui, peut-être existe-t-il encore une chance de le retrouver. » Le cœur de Rosaura trembla d'un coup violent. Cette possibilité lui faisait peur, mais pas autant que l'idée de rester immobile, de ne rien tenter. Elle le fixa avec un sérieux profond. « Si tu as plus d'informations, tu me les donneras. Mais comprends aussi, je dois d'abord confirmer avant de me laisser emporter par l'espoir. »« Je comprends, » répondit-il. « Et je ne partirai pas tant que tu n'auras pas une réponse. » En silence, ils rangèrent la table, comme deux âmes liées par une attente commune,
puis chacun se prépara au sommeil. La nuit entra dans la maison avec le parfum du bois brûlé et, au loin, le souffle d'une marimba qui montait d'une fête lointaine. Rosaura, allongée sur son petate, repensa aux paroles du prêtre qu'elle avait entendues, Dieu parle de 1000 façons. Et elle se demanda si Esteban n'était pas une de ces voix mystérieuses. C'est ainsi, partagée entre foi et doute, qu'elle s'endormit, ignorant que les véritables épreuves ne faisaient que commencer. Le vent nocturne caressait les toits comme une prière ancienne. La maison craquait doucement, emplie de l'odeur tiède du maïs et de la braise. Rosaura priait plus ardemment que d'habitude, implorant un signe qui ne lui briserait pas le cœur. La nuit n'était pas silencieuse, au loin, des chiens aboyaient, une moto s'éteignait dans la rue, une branche frottait la vitre. Enfin, le sommeil la prit. Alors, une voix douce et reconnaissable, comme l'écho même de son sang, l'appela « Maman, n'éteins pas la bougie ». Dans son rêve, elle tourna la tête. Aucune figure nette, seulement une silhouette frêle au bord d'un sentier, voilée de brume. « Mathéo, murmura-t-elle, le souffle tremblant. « Je continue de marcher, répondit la voix. La lumière m'atteint, mais je n'y suis pas encore. Elle se réveilla en sursaut, le nom encore brûlant sur ses lèvres. La flamme de la bougie dansait nerveusement, et la chambre était glacée d'un froid qui ne venait pas du climat, mais de l'âme. Elle se redressa, pressant son rosaire dans ses mains. « Seigneur, si cela vient de toi, donne-moi de comprendre. Si cela vient de mon désir, donne-moi la paix. » L'horloge sonna 3 heures, sa voix métallique brisant le silence. Alors, du patio, un léger coup frappa la porte. Elle pensa d'abord à la peur, mais une étrange certitude la retint. « Qui est là ? » « C'est moi, Esteban. »« Pardonne-leur, je n'arrivais pas à dormir. » Elle ouvrit. Esteban, le visage pâle, les yeux brillants, son chapeau serré contre sa poitrine, souffla sans préambule, « J'ai rêvé d'un chemin. » Il y avait de la brume et une bougie. Une voix répétait, « Ne l'éteins pas. » Le sang de Rosaura se glaça. « Moi aussi, dit-elle. » C'était la voix de mon fils. Esteban respira profondément, comme s'il venait de confirmer une vérité redoutée. Je ne sais pas pourquoi ce rêve m'est venu. Mais ce n'était pas n'importe quelle voix. Elle avait l'urgence de quelqu'un qui nous supplie de tenir. Ils s'assirent à la table avec une tisane de menthe. Dehors, la nuit semblait suspendue pour écouter. Rosaura évoqua un souvenir, « Petite, ma grand-mère me disait que des avis venaient dans l'air, comme lorsqu'on entend les pas avant que n'arrive le visiteur. Elle ajoutait que les morts ne reviennent pas, mais que les vivants perdus envoient parfois des signes à ceux qui les aiment assez fort. » Esteban hocha la tête. Sur la côte, on dit que la mer parle. Dans les montagnes, on dit que les chemins gardent mémoire. Moi, je n'ai pas la foi facile, mais certaines choses nous dépassent, et le silence est parfois la seule réponse. Rosaura le regarda avec intensité. Si cela vient de Dieu, ce ne sera pas pour nous tourmenter, mais pour nous donner force. Ou bien pour nous avertir, répondit Esteban. Parfois, avant un grand pas, la vie t'appelle par ton nom pour que tu ne te trompes pas de route. Ils restèrent silencieux. Le thé exhalait sa vapeur, traçant des formes évanescentes dans l'air. Rosaura se souvint d'une promesse ancienne. « J'ai fait un vœu à la Vierge de la Soldade, avoua-t-elle. Si Mathéo revient, je monterai pieds nus jusqu'au sanctuaire et j'y laisserai un ruban en offrande. Moi, je n'ai jamais promis, car je change sans cesse de terre, dit Esteban. Mais cette nuit, je promets de t'aider à garder cette flamme allumée. » Elle l'avertit doucement, ne promets pas à la légère. Ici, une parole doit se tenir. Alors je la tiendrai avec toi, répondit-il avec gravité. Si tu fléchis, je te rappellerai le chemin. Si je doute, tu me le rappelleras. L'horloge marqua 4 heures. Un coq chanta trop tôt, et le quartier commença à bruire comme un cœur qui se réveille. Ce n'est pas une coïncidence, souffla Rosaura. Je ne le crois pas non plus, répondit Esteban. Demain, sans changer nos gestes, nous écouterons encore. Les signes se cachent souvent dans la vie ordinaire. Rosaura leva les yeux vers la photo de Mathéo. Pour la première fois depuis des années, la peur recula, ne serait-ce que d'un pas. Ce n'était pas la certitude, ni la victoire, seulement un souffle. Mais c'était assez. Mon fils, murmura-t-elle, je garderai la lumière. Esteban inclina la tête comme on reçoit une mission sacrée. Et moi, je veillerai à la porte, pour que l'aube te trouve éveillé.
La flamme de la bougie cessa de trembler, et la nuit, sans cesser d'être nuit, devint un peu moins obscure. L'aube amena un ciel couvert et un murmure étrange au marché, comme si les bâches respiraient des rumeurs. Rosaura installa ses tamales avec sa précision habituelle, mais sentait sur sa nuque les regards insistants. Donia Chola s'approcha, faussement discrète, les yeux étincelants de curiosité. « Comadre, je ne veux pas médire, mais on dit qu'Esteban cache un passé trouble, » chuchota TL. « Qu'on l'a vu rôder hier soir près de la boutique de Don Felipe. »« Il était avec moi, » répliqua Rosaura, retenant son agacement. « Et il ne rôde que là où il y a du travail et du silence. » « Alors que Dieu t'accompagne, » lâcha la femme, en s'éloignant d'un air de s'en laver les mains. Les premiers clients achetèrent sans rien dire, mais la rumeur se colla au mur comme une humidité persistante. Deux jeunes filles, clientes fidèles, se consultèrent à voix basse. « Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème ici ? Ma mère dit qu'on ferait mieux d'acheter à l'autre coin. »« Ici, il n'y a que du travail honnête, mes filles, » répondit Rosaura calmement. Mais elles partirent tout de même. Sa corbeille lui parut soudain plus lourde. Vers la fin de la matinée, Don Ernesto apparut, droit sous son sombrero impeccable. « Je te l'avais dit » lança-t-il sans salutation. « Les clients murmurent déjà que tu héberges cet homme chez toi. »« Je garde ma foi et ma parole, » répondit-elle, et lui rend par son travail. Mais le quartier ne vit pas de parabole, Rosaura. Si tu effraies la clientèle, comment paieras-tu tes dettes ? Un coup de peur la saisit au ventre. Elle savait qu'elle devait encore 2 sacs de farine à Donia Elvira et un lot de feuilles au grossiste. Elle serra les lèvres. « Je vous remercie de votre inquiétude, » conclut-elle. « Mais ma conscience, elle aussi, a besoin d'un toit. » Don Ernesto secoua la tête et s'éloigna, laissant derrière lui l'odeur rance d'un jugement ancien. C'est à ce moment qu'Esteban revint, portant sur ses épaules un lourd sac de maïs, comme pour rappeler en silence qu'il était là, non pour troubler, mais pour bâtir. Le front trempé de sueur et les yeux animés d'une étrange détermination, Esteban ajusta son vieux sac de toile et dit d'une voix ferme, « Aujourd'hui, nous vendrons avec le sourire, même si le monde entier nous tourne le dos. » Rosaura, cherchant à se convaincre elle-même, répondit doucement, « Un sourire ouvre les cœurs, les bourses, et parfois même les bouches closes, si Dieu le veut. » Ensemble, ils tentèrent de donner vie à leur modeste étal de la place. Esteban découpait de petites portions et, sur des serviettes de papier, offrait aux passants des échantillons en murmurant avec une chaleur calculée, « Goûtez ce petit gâteau sucré, madame. Il a la saveur d'un dimanche et d'une étreinte de grand-mère. » Certaines personnes riaient, s'arrêtaient, achetaient quelques pièces, tandis que d'autres prenaient la bouchée et s'éloignaient aussitôt, indifférentes. Lorsque la messe s'acheva, Don Chucho s'approcha d'eux d'un pas mesuré. Ses paroles tombèrent comme un poids, « Ma fille, j'entends des murmures. La charité a des ennemis silencieux. Je crains que mon aide à Esteban ne devienne un sujet de scandale, une pierre d'achoppement. Pourtant, je ne veux pas non plus trahir ce que je crois juste. » Rosaura soutint son regard et répondit avec une sincérité douloureuse, « Alors mets des limites, mais mets-les avec amour. Que ton oui soit un vrai oui et ton non d'un vrai non. Dieu ne te demande pas de t'effacer, mais de marcher dans la vérité. » À la tombée du jour, lorsqu'ils comptèrent la caisse, Rosaura sentit le froid mordre ses doigts. La boîte de bois était presque vide. Elle murmura, le souffle brisé, « Aujourd'hui il manque 100 pesos pour payer le fournisseur ?» Esteban posa sa main sur la table et répondit aussitôt, « Je peux aller décharger les camions au marché de gros cette nuit. Il paie peu, mais paie content. » Rosaura soupira, redoutant le regard des voisins, « Je ne veux pas qu'ils disent que je t'exploite. » Mais Esteban insista, « Il serait pire qu'ils disent que je ne gagne pas mon pain. Laisse-moi faire. » Avant de donner son accord, Rosaura passa à la boulangerie. Donia Elvira, les mains couvertes de farine, la regarda avec des yeux de mère. « Ma fille, notre quartier est une bouchée facile pour les mauvaises langues, mais moi j'ai vu cet homme plier son dos au travail. Ne crois pas trop aux murmures. Moi-même, j'ai perdu des clients ces derniers temps. J'en ai eu honte. Mais la honte, c'est utile pour rester humble, pas pour se cacher. Tiens bon. Si tu manques d'argent, tu me paieras plus tard. » Rosaura sentit une vague de gratitude l'envahir, réchauffant son cœur comme une braise. Elle sortit avec un sac de farine obtenu à crédit et la conviction profonde qu'elle devait persévérer. De retour chez elle, elle alluma une petite bougie devant l'image de la Vierge et souffla une prière, « Seigneur, donne-moi une large épaule pour porter ce fardeau. » Plus tard,
Esteban revint tard dans la nuit, les mains engourdies par le travail, serrant quelques billets froissés encore humides de sueur. Ça suffit pour ce qui manquait, et ils m'ont proposé de revenir demain. Rosaura baissa les yeux, émue, et répondit simplement « Merci ». L'homme esquissa un sourire fatigué, « Tout le quartier ne t'aime pas, mais toi tu me vois ». Elle lui rendit ce regard et dit d'une voix basse mais ferme, « Te voir, toi, me suffit ». Cette nuit-là, alors qu'elle caressait les grains du chapelet, Rosaura sentit s'alourdir le poids des rumeurs et des regards, mais comprit aussi que la foi n'est pas toujours une lumière éclatante, parfois, elle n'est qu'un pas douloureux vers l'avant. Elle se jura qu'au matin, malgré les murmures, elle retournerait au marché, la tête haute, son panier au bras. Le dimanche se leva clair, le ciel lavé de toute brume, mais dans le cœur de Rosaura subsistait une ombre. Car la veille, Esteban avait encore entendu ce murmure d'avertissement dans ses rêves, et elle, sans l'avouer, l'avait entendu aussi. Cette coïncidence, comme un signe secret, les poussa à comprendre qu'ils ne pouvaient plus rester immobiles dans l'attente. « Aujourd'hui, nous irons à San Miguel del Rio », dit Rosaura en préparant la canasta. « C'est le village le plus proche du lieu où tu as entendu parler de ce jeune à la cicatrice. » Esteban hocha la tête, il est à 2 heures en autocar. Avec ce que j'ai gagné cette nuit, je peux payer les billets. À l'aube, ils se rendirent à la gare routière, enveloppés d'odeurs de café fort et de diesel brûlant. Ils prirent place près d'une fenêtre, observant la ville s'effacer derrière eux. Peu à peu, les collines verdoyantes et les champs de maïs s'étendirent sous le ciel. Les hommes coiffés de sombreros travaillaient la terre, silhouettes ancrées dans l'éternité du paysage. La radio du chauffeur passait des rancheras entrecoupées d'annonces locales. Une halte leur permit de descendre dans une petite fonda, l'air y était saturé du parfum rassurant du bouillon de poulet et des tortillas gonflées sur le comal. La serveuse, une femme robuste en tablier fleuri, les servit avec curiosité, « Vous êtes de passage ?» Rosaura hocha la tête, « Oui, Sonora. Nous cherchons quelqu'un qui pourrait se trouver par ici. » La femme, souriante, répondit, « À San Miguel, tout le monde connaît tout le monde. S'il est là, vous le trouverez. » À midi, ils arrivèrent au village. Niché entre les montagnes, San Miguel respirait une douceur simple. Sur la petite place centrale, des enfants jouaient, des vieillards conversaient, et un homme accordait une guitare sous l'ombre d'un arbre. Du kiosque, un haut-parleur annonçait la vente du pain et l'heure de la messe. Esteban proposa d'entrer d'abord dans la grande épicerie. Après quelques salutations polies, il demanda si l'on avait vu un garçon d'environ 20 ans, aux cheveux noirs, marqué d'une cicatrice sur la tempe. Le commerçant, un homme mince portant une casquette, secoua la tête, mais ses yeux brillèrent d'un doute. Il finit par murmurer, « Pas ici, mais au ranch de Don Laureano, on engage parfois des étrangers. Vous pourriez essayer là-bas. » Le couple quitta la boutique et prit le chemin des faubourgs. Le soleil cognait fort, et la poussière du chemin leur collait aux chaussures. Un chien famélique les suivit un long moment avant de se coucher dans l'ombre d'un cactus. Rosaura ne put s'empêcher de penser à Matteo, qui, enfant, recueillait chaque bête abandonnée qu'il trouvait. Avant d'arriver au ranch, ils s'arrêtèrent chez une vieille vendeuse de soda. La femme, aux cheveux gris et aux mains creusées de rides, écouta leur description. Elle fronça les sourcils et déclara, « Oui, j'ai vu un jeune qui lui ressemble, il y a quelques mois. Il marchait avec une bande, comme s'il formait une quadrilla. Il ne parlait presque pas. » Rosaura sentit son cœur bondir, « Savez-vous s'il est encore ici ?» La femme secoua la tête, « Je ne l'ai pas revu. On dit qu'ils sont partis brusquement. » Ce n'était pas une réponse définitive, mais pour Rosaura, c'était la première confirmation en des années qu'un témoin avait vu quelqu'un correspondant à l'image de son fils disparu. Le ranch se dressait bientôt à l'horizon, murs blancs et toits de tôle découpant le ciel. Un grand portail en fer fermait l'accès, gardé par un colosse aux bras croisés. Rosaura, improvisant, dit, « Nous venons demander du travail pour lui », et elle désigna Esteban. Et aussi des nouvelles d'un jeune homme qui aurait travaillé ici. Le garde les toisa, éclata d'un rire bref et sec, puis déclara, « Ici, n'entre que qui plaît au patron. Et si quelqu'un est passé par là, il n'y est plus. » Sans autre explication, il leur tourna le dos. Rosaura sentit comme un mur invisible se dresser entre elle et toute réponse possible. Esteban, voyant sa détresse, posa une main sur son épaule, « Ce n'est pas un non au définitif. » Souvent, la première porte fermée est celle qui fait le plus de bruit. Alors qu'ils regagnaient le village, le ciel se chargea de nuages sombres, l'air se saturant d'une odeur de pluie. Rosaura savait que leur quête ne faisait que commencer,
et elle ne comptait plus s'arrêter. La pluie les surprit avant même qu'ils ne quittent San Miguel. Des gouttes épaisses martelaient les toits de tôle et traçaient des sillons sombres sur les murs blanchis à la chaux. Rosaura et Esteban trouvèrent refuge sous le store d'une boutique fermée. Dans son esprit revenait sans cesse le ricanement du garde, cette phrase qui sonnait plus comme une menace que comme une simple réponse. « Cet homme sait quelque chose », dit Esteban, le regard fixé sur la route. Rosaura serra son rebozo contre sa poitrine, il ne veut pas parler, ou peut-être qu'il ne peut pas. Quand la pluie cessa enfin, ils se dirigèrent vers une petite auberge. Là, l'odeur des haricots encore chauds et des tortillas sortant du feu les enveloppa comme une étreinte. Et malgré les incertitudes, malgré les silences lourds, Rosaura comprit qu'ils avaient franchi un seuil. Désormais, le chemin de la vérité était ouvert, et rien ne pourrait l'empêcher d'avancer, pas même les rumeurs, pas même la peur, car son amour de mère était plus fort que tout. Dans une petite auberge à l'air simple et chaleureux, Esteban et Rosaura commandèrent 2 cafés fumants et un plat à partager. La propriétaire, une femme au regard vif, s'approcha de leur table avec curiosité. « D'où venait-il » demanda-t-elle. Esteban répondit avec une aisance tranquille, mais Rosaura, poussée par un courage qui elle-même la surprit, choisit de se dévoiler un peu plus. Elle chercha les mots, sentit sa voix trembler et finit par dire « Je cherche mon fils. Il a une cicatrice sur le sourcil. On m'a dit qu'il aurait pu travailler au ranch de Don Laureano. » À cette évocation, le visage de la femme changea. Son regard se durcit, sa voix s'abaissa presque jusqu'au murmure. « Ici, il ne convient pas de parler trop fort de cet endroit, » répondit-elle. Le patron a des amitiés dangereuses, des hommes dont personne ne veut croiser le chemin, mais qui lui protègent les arrières. Rosaura sentit son cœur s'emballer, mais insista, « Et ce garçon ? Vous en avez entendu parler ?» La femme hésita, puis finit par admettre, « Je ne peux pas l'assurer, mais on m'a raconté qu'un jeune avec cette description a bien travaillé là-bas, un temps. Et puis, un jour, il a disparu. Personne n'a su pourquoi, personne n'a posé de questions. » Esteban tourna vers Rosaura un regard lourd, comme si ses propres soupçons venaient d'être confirmés. Ils quittèrent l'auberge, payant leur note à la hâte, et s'en allèrent avec une impression sourde que chaque pas les rapprochait d'un territoire obscur où le danger respirait derrière les murs. Dans la place du village, ils croisèrent un jeune homme qui déchargeait des sacs d'une camionnette. Ses mains étaient couvertes de poussière et de sueur, ses gestes rapides et nerveux. Esteban l'interpella, « Tu travailles au ranch ?» Le garçon ne leva même pas les yeux, continuant son effort, « Parfois. » « Pourquoi ?» Rosaura, la gorge serrée, décrivit Matteo, sa cicatrice, son visage. Le jeune se raidit, regarda furtivement autour de lui et répondit à voix basse, « Ne me mettez pas dans vos histoires, Sonora, mais si ça peut vous servir, là-bas, tous n'y sont pas par choix. Certains arrivent trompés, d'autres poussés par des dettes. Et quand ils partent, ce n'est pas toujours de leur plein gré. » Ces paroles tombèrent comme une pierre dans l'eau, laissant un silence lourd flotter entre eux. Rosaura sentit son estomac se contracter. « Mon fils, pourrait-il être l'un d'eux » demanda-t-elle d'une voix presque éteinte. « Je ne sais pas » répondit le jeune. « Mais si vous voulez vraiment découvrir la vérité, ne demandez pas au patron. Allez plutôt interroger ceux qui y ont travaillé et qui en sont sortis vivants. » Il leur indiqua qu'un ancien employé vivait dans une communauté voisine, sans donner son nom mais seulement quelques repères pour trouver sa maison. Rosaura nota fébrilement l'adresse sur un morceau de papier froissé. Tandis qu'il se dirigeait vers la station de bus, Esteban rompit enfin le silence, « Ça va devenir plus dangereux à partir de maintenant. Quand on frappe à la mauvaise porte, il arrive qu'elle vous tombe dessus. » Rosaura s'arrêta, planta ses yeux dans les siens et dit avec une fermeté nouvelle, « Je ne peux plus reculer. S'il y a ne serait-ce qu'une chance que Matteo soit en vie, je la suivrai jusqu'au bout. » Le bus qui devait les ramener à Oaxaca arriva en retard. Ils montèrent à bord, s'installant sur les sièges durs, leurs vêtements encore humides de pluie, leurs pensées en feu. La brume s'élevait des collines, enveloppant le paysage d'un mystère muet, comme si chaque pierre, chaque arbre cachait des vérités interdites. Rosaura repassa en mémoire tout ce qu'ils avaient entendu, le regard méfiant de l'épicier, les paroles prudentes de l'aubergiste, l'avertissement du jeune travailleur. Tout semblait converger vers une même ombre, celle du ranch maudit. Elle finit par murmurer, presque pour elle-même, « Je ne sais pas si je veux vraiment tout savoir. » Esteban hocha la tête et répondit d'une voix grave, « Moi non plus. Mais parfois, ce que l'on redoute le plus d'apprendre est justement ce qui peut sauver une vie. » Le moteur rugit, la pluie reprit, martelant le toit comme un tambour obstiné.
Rosora ferma les yeux. Dans l'obscurité de ses paupières, elle revit la petite flamme de la bougie allumée sur son autel. Elle se fit alors un serment, même si toutes les portes se fermaient devant elle, elle trouverait une fissure, une faille, un passage, car une mère n'abandonne jamais son enfant. De retour à Oaxaca, le repos ne vint pas. Rosora passa la nuit entière assise près de la bougie, comptant et recomptant les indices comme on égrène un chapelet, le ranch, l'avertissement du jeune porteur, l'adresse griffonnée sur le papier. Au matin, Esteban revint, animé d'une détermination qu'elle reconnut aussitôt, la même que celle qui brûlait en elle. Nous devons aller dans cette communauté dont il nous a parlé. Rosora acquiesça, nous irons, mais cette fois avec prudence. Je ne veux pas que la peur ferme toutes les portes. Ils prirent un vieux bus cahotant, avançant au rythme des secousses sur une route de terre poussiéreuse. Les champs défilaient, avec leurs cabanes isolées où séchait du linge au soleil. Le paysage semblait à la fois ordinaire et hostile, comme si chaque pas vers cette communauté les plongeait plus profondément dans un labyrinthe de secrets. En arrivant, ils demandèrent à la place centrale s'il y avait là un homme qui aurait travaillé au ranch de Don Laureano et qui en serait parti. Un vieil homme, penché sur un jeu de dominos, leur répondit, « Cherchez Doña Rosario, la dernière maison près de la rivière. Elle sait des choses. Sa langue est longue, mais sa mémoire encore plus. » Ils la trouvèrent assise dans un fauteuil de bois, en train de défaire des épis de maïs. Ses cheveux gris, attachés en un chignon ferme, contrastaient avec la vivacité de ses mains ridées mais agiles. Son regard acéré jaugea les visiteurs, « Que me voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix dure. Rosora avança d'un pas et répondit, « Je cherche mon fils. On m'a dit qu'il avait peut-être travaillé au ranch de Don Laureano. Il a une cicatrice au sourcil. » La femme la fixa longuement, puis laissa tomber une mazorca dans son panier. « Oui, je l'ai vu. Je ne me trompe pas sur les visages. Il est arrivé avec d'autres jeunes, maigres, le regard effrayé. » Esteban s'interposa, « Êtes-vous sûr ?» Elle répondit d'une voix ferme, aussi sûre que ce fleuve continue de couler. Mais il n'est pas resté longtemps. Une nuit, des hommes armés sont venus et l'ont emmené, lui et d'autres. L'air sembla s'épaissir autour d'eux. Rosora sentit ses jambes trembler. « Où l'ont-ils emmené » demanda-t-elle, presque inaudible. Doña Rosario secoua la tête, personne ne le sut jamais. Ici, on a appris à ne pas poser ce genre de questions si on tient à la vie. Le silence fut seulement brisé par le bruissement du maïs entre ses mains et le murmure de la rivière. Finalement, elle ajouta d'une voix empreinte d'une étrange compassion, « Si vous continuez à chercher, faites-le ailleurs. Ici, ceux qui s'en prennent à ces gens ne reviennent jamais. » Esteban hocha lentement la tête, gravant chaque mot dans sa mémoire. « Merci de nous avoir dit la vérité. Peu ont le courage de parler. » Avant de les laisser partir, Doña Rosario entra dans sa maison et revint avec un petit carré de tissu plié. Le garçon a laissé ça. Je l'ai trouvé au lavoir après son départ. Je pensais qu'il reviendrait le chercher. Prenez-le. Rosora tendit ses mains tremblantes. C'était un vieux mouchoir bleu, taché d'une marque de peinture blanche. Elle le reconnut aussitôt. Matteo l'utilisait pour essuyer ses pinceaux lorsqu'il peignait les murs du quartier. En repartant, le ciel s'assombrit. Un vent froid souleva feuilles et poussière. Rosora serrait le mouchoir contre son cœur comme une extension de son propre être. Il a respiré cet air, marché dans ces rues, Esteban. Souffla-t-elle. Et s'il est venu, il peut revenir, répondit-il, bien qu'une ombre de crainte traversât sa voix. Du haut du bus cahotant, Rosora jeta un dernier regard à la communauté, le visage de Doña Rosario gravé dans sa mémoire. Elle emportait avec elle ce fragment de vérité, son fils avait bel et bien été là. Et pour une mère qui cherche depuis des années, ce signe, aussi infime soit-il, suffisait à ne jamais renoncer. Le bus les déposa en périphérie de Oaxaca, alors que le ciel s'embrasait d'un rouge sombre, comme si le jour lui-même portait le poids des révélations. Rosora gardait le mouchoir bleu dans son sac, le sentant battre presque comme un cœur vivant. Ils marchèrent en silence, chacun enfermé dans ses pensées, jusqu'à ce qu'Esteban prenne la parole, « Nous avons besoin d'aide. Chercher au hasard ne suffira plus. » Rosora le regarda avec une fatigue mêlée de scepticisme, « Et qui oserait nous aider ?» Les gens ont peur dès qu'on évoque le nom du ranch. Dans la mémoire de Rosora résonnait un nom qu'elle avait entendu avec un frisson, Don Laureano, un homme dont on disait qu'il n'était redevable à personne, mais dont l'ombre pesait sur tout ce qui touchait au mystère de son fils disparu. Ce soir-là,
Alors qu'elle ramassait au marché les tamals qui n'avaient pas trouvé preneur, un jeune mécanicien s'approcha, les mains encore tachées d'huile et le regard vif derrière des mèches indociles. « Buena noche, Sonora Rosora, je m'appelle Julien. Je travaille au petit atelier de la rue Hidalgo. » Elle le fixa, sans le reconnaître vraiment, jusqu'à ce qu'il poursuive d'une voix ferme, « Je vous ai vu passer plus d'une fois. Et ce soir, j'ai entendu par hasard un bout de votre conversation à la fonda. Vous parliez d'un jeune, marqué par une cicatrice à la tempe. Moi, je l'ai vu. » Le cœur de Rosora bondit comme s'il venait de recevoir un éclair. « Où » s'écria-t-elle, la voix tremblante d'urgence. « Dans un atelier de moto, à San Pedro el Alto, il y a quelques mois. Je ne peux pas affirmer qu'il s'agissait de votre fils, mais il me semblait piégé, retenu là. Il travaillait comme un prisonnier sous surveillance. » Esteban, à ses côtés, se redressa brusquement, les sens en éveil. « Peux-tu nous y conduire » demanda-t-il. Julien hocha la tête, un peu grave. « J'ai une vieille camionnette, cabossée, mais elle roule. Je ne veux rien en échange. Seulement, sachez qu'à San Pedro, les étrangers ne sont pas les bienvenus. Si vous y allez, il faudra être prudent. » Ils convinrent de partir le lendemain à l'aube. Cette nuit-là, Rosora dormit à peine, envahie par des images d'espérance et de crainte mêlées. Matteo, son fils adoré, pouvait se trouver à quelques heures de route seulement, peut-être derrière une porte de métal, peut-être sous un regard hostile. Mais cette proximité rêvée s'accompagnait d'une angoisse encore plus brûlante, et si, en arrivant, il était déjà trop tard? À l'aurore, Julien vint les chercher. Sa camionnette verte, rongée par la rouille, portait sur le siège passager une couverture élimée comme seul confort. Le moteur toussa mais tint bon. Ils prirent d'abord la grande route, puis bifurquèrent sur un chemin de terre serré entre des nopals et des buissons desséchés. Julien, concentré sur la piste, murmura, « Plus loin, vous verrez des retenues improvisées. Ce ne sont pas toujours des policiers. Si on nous arrête, mieux vaut parler peu. » À l'arrière, Rosora enserrait son chapelet entre ses doigts blancs de tension, tandis qu'Esteban scrutait chaque ombre, chaque silhouette fugitive au bord du chemin. Le convoi traversa un hameau de maisons en adobe, coiffé de tôles ternies. Des hommes, accroupis dans la pénombre des portiques, les observaient sans sourire ni hostilité, mais avec ce regard froid qui dissèque les inconnus. Rosora, pour rompre le silence oppressant, osa demander, « Pourquoi nous aides-tu, Julien ?» Il serra un instant les dents avant de répondre, les yeux fixés sur l'horizon, « Parce que moi aussi, j'ai perdu quelqu'un dans ce rancho. Mon petit frère y est entré un jour, il n'en est jamais revenu. Alors, peut-être qu'en vous aidant, je poursuis encore un peu ma recherche. » La camionnette se remplit d'un silence respectueux, comme si chacun avait compris que la douleur était un langage universel qui n'avait pas besoin d'autres mots. 3 âmes blessées, unies par l'absence, roulaient désormais dans la même direction. Après près de 2 heures, ils atteignirent les faubourgs de San Pedro el Alto. À l'endroit indiqué par Julien se dressait l'atelier, adossé à une station-service abandonnée. Il donnait l'impression d'un lieu figé hors du temps, encombré de carcasses de motos et de caisses de pièces rouillées. Julien souffla un plan simple, « Nous allons prétendre chercher du travail pour Esteban. » Ainsi, pas de soupçons inutiles. Ils s'approchèrent. Le mécanicien qui tenait le lieu, chauve, massif, les reçut d'un froncement de sourcils. « Ici, on n'a pas besoin de mains supplémentaires », lâcha-t-il sèchement avant qu'il n'ait expliqué. Mais Rosora osa, « Nous voulions seulement savoir, il y a quelque temps, un jeune homme avec une cicatrice au-dessus du sourcil a-t-il travaillé ici ?» L'homme répondit non trop vite, trop nerveusement, et surtout, ses yeux trahirent sa bouche, ils se tournèrent d'eux-mêmes vers une porte de service, à l'arrière. Rosora comprit, Esteban aussi. Ils n'insistèrent pas, mais en s'éloignant, leur conviction était faite, Matteo avait été là, ou y était encore, caché, retenu, surveillé. Julien mit aussitôt le moteur en marche. Il est retenu, ou protégé de force. Nous aurons besoin d'un plan pour l'atteindre. Ils reprirent la route au crépuscule. Le soleil s'éteignait derrière les montagnes et chaque kilomètre de retour semblait plus long, alourdi par la certitude qu'ils avaient frôlé l'essentiel sans pouvoir l'empoigner. Pourtant, Rosora n'était plus la femme accablée et solitaire du début de la quête, désormais, elle avait 2 alliés, et cette trinité fragile ressemblait à un miracle jeté au milieu du désert. Elle sentait que l'avenir serait plus risqué, mais plus jamais elle ne marcherait seule. Le lendemain, un ciel gris s'était levé, menaçant, accompagné d'une pluie fine. Rosora, éveillée la première,
alluma une bougie devant son petit autel et pressa sur sa poitrine le mouchoir bleu de Matteo. Ses lèvres égrenèrent une prière muette, que le doute ne lui voile pas la foi, que la peur se change en force. Le silence de la maison n'était interrompu que par le goutte-à-goutte obstiné de la pluie. Esteban entra, les cheveux mouillés. Julien révise la camionnette. Il dit que si nous voulons retourner à San Pedro, c'est aujourd'hui ou jamais. Rosaura avoua, je ne sais pas si j'ai la force d'y aller. Toute la nuit, je n'ai pensé qu'aux dangers qui nous attendent. Esteban s'assit en face d'elle, appuya ses coudes sur la table et répondit d'une voix ferme mais douce, moi aussi j'ai peur, Rosaura. Mais parfois, la peur n'est pas un signe pour fuir. C'est l'élan qu'il faut pour accomplir ce qui doit être fait. Dans ces mots résonnait une expérience intime, presque une familiarité avec la peur, comme si elle était devenue pour lui une vieille voisine qu'on finit par connaître trop bien. Julien revint bientôt, le visage barbouillé de graisse. La camionnette tiendra, mais nous ne pouvons pas revenir là-bas sans un stratagème. Ce soir, il y a la fête patronale de San Pedro. C'est l'occasion rêvée de se fondre dans la foule. Rosaura demanda, le souffle court, et si je le retrouve? Julien répondit, alors il faudra l'arracher avec prudence. Nous ignorons qui le surveille. L'après-midi fut longue d'attente. Rosaura, incapable de rester immobile, se rendit à la chapelle du quartier. L'air y sentait l'encens et la cire fondue. Agenouillée devant la Vierge de la Soldade, elle murmura, « Mère, éclaire mes pas, ne laisse pas le tremblement obscurcir ma foi. » Elle sentit une présence derrière elle, c'était Esteban. Il parla comme on confie un secret enfoui, dans les collines où j'ai grandi, il y avait une chapelle abandonnée. On disait qu'elle n'accueillait que ceux qui avaient une promesse en suspens. Moi, je n'y suis jamais entré, jusqu'à ce que je perde tout. Rosaura lui demanda, et la promesse? Il baissa la tête. Je l'ai tenue à moitié. J'ai retrouvé celui que je cherchais, mais je n'ai pas pu le sauver. Alors, le jour où je t'ai vu à l'église, j'ai compris que je ne pouvais pas te laisser poursuivre seul ton chemin. Ces paroles résonnèrent comme le son grave d'une cloche. Rosaura saisit qu'il n'était pas seulement un compagnon de route, mais un frère d'âme, lui aussi marqué par l'absence. Quand le soir tomba, ils reprirent la route. La terre encore humide exhalait un parfum puissant qui s'engouffrait par les fenêtres. Rosaura serrait son chapelet, les yeux levés vers les nuages qui s'amoncelaient comme des armées au-dessus des montagnes. Je ne sais pas ce que je ferai si je me retrouve face à lui, souffla-t-elle. Julien répondit calmement, une part de toi redoute qu'il refuse de revenir, mais l'autre sait que tu ne peux pas partir sans tenter. Ils arrivèrent aux abords du village au moment où les premiers feux d'artifice éclataient dans le ciel. Les rues vibraient de musique de fanfares, de cris d'enfants, d'odeurs de maïs grillé et de viande rôtie. La foule joyeuse était une couverture parfaite pour passer inaperçue. Julien gara la camionnette dans une ruelle discrète. « Nous allons entrer séparément, ordonna-t-il. Moi, je vais vers l'atelier. Esteban contournera par la station. Rosaura, toi, reste près de la place. Observe. Et surtout, si tu le vois, n'y va pas seul. » Elle acquiesça, bien que son cœur battît si fort qu'elle le croyait prêt à éclater. Elle s'engagea dans la foule, noyée dans les parfums de friture, la chaleur des corps serrés, la musique qui résonnait jusqu'au pavé. Chaque visage de jeune homme qu'elle croisait devenait une blessure d'espérance et de peur. Et soudain, en plein tumulte, Rosaura sentit que quelque chose allait se produire, comme si l'air même autour d'elle retenait son souffle. Sa foi et sa peur marchaient côte à côte, comme deux forces contraires qui pourtant ne s'anéantissaient pas l'une l'autre, elles se poussaient, se nourrissaient, créant un équilibre fragile où chaque pas résonnait comme une décision irrévocable. Rosaura comprit alors qu'il n'y avait plus de retour possible. Elle était arrivée au seuil de la vérité, prête à découvrir si sa quête de 3 longues années touchait enfin à sa fin ou si elle allait s'ouvrir sur un péril plus sombre encore. Autour d'elle, la fête patronale de San Pedro et l'Alto débordait de bruit et de lumière, les pétards éclataient dans le ciel nocturne, la musique tonitruante des fanfares se mêlait aux rires, aux cris des enfants, aux appels insistants des vendeurs de rue. Et pourtant, dans cette mer de joie populaire, son cœur battait à un autre rythme, tendu, suspendu à l'attente. Elle avançait lentement, scrutant chaque visage de jeune homme qu'elle croisait, caressant du bout des doigts le mouchoir bleu qu'elle gardait précieusement dissimulé dans sa poche, comme un talisman contre l'oubli. C'est alors qu'elle l'aperçut, Esteban, qui se détachait discrètement de la foule. Il ne prononça pas un mot, mais un simple signe de tête lui suffit pour lui indiquer de le suivre à distance. Ils quittèrent la place principale et s'enfoncèrent dans des ruelles plus étroites,
où les lampes des étals ne faisaient qu'effleurer les façades délabrées des maisons. Tout semblait devenir plus silencieux, plus oppressant. Puis, au détour d'un passage près d'une station-service abandonnée, son souffle se coupa, il était là. De dos, penchée sur des caisses qu'il rangeait dans une petite épicerie, elle reconnut cette silhouette légèrement voûtée, ses cheveux noirs plus longs qu'autrefois, cette manière de se tenir qu'elle connaissait depuis son enfance. Son cœur frappa si fort dans sa poitrine qu'elle crut l'entendre. Elle murmura son nom, Matteo, mais sa voix se perdit dans le tumulte lointain de la fête. Esteban échangea quelques mots rapides avec l'homme qui semblait diriger la boutique. Elle n'entendit rien, seulement que l'homme finit par s'écarter, laissant la voie libre quelques instants. Alors, Rosaura avança, chaque pas mesuré par la crainte qu'une brusque approche ne le fasse fuir. Quand elle fut à quelques mètres, il se retourna. Leurs regards se croisèrent. Le temps sembla suspendre sa course. Elle vit dans ses yeux l'éclair de la reconnaissance, aussitôt assombri par la confusion. Ses mains tremblèrent, une caisse tomba. Puis, dans un souffle, elle entendit ce mot qu'elle avait rêvé d'entendre 1000 fois, maman. Les larmes lui brouillèrent aussitôt la vue. Elle voulut courir, l'enlacer, mais lui recula d'un pas, comme si un combat invisible l'entravait. Je ne peux pas. Balbutia-t-il. Je ne peux pas partir ainsi. Rosaura se figea, l'âme suspendue. Mon fils, je t'ai cherché toutes ces années. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe ce qu'on t'a fait. Tout ce que je veux, c'est que tu reviennes avec moi. Matteo baissa les yeux, la voix cassée. Ce n'est pas si simple. Si je pars, quelqu'un d'autre paiera le prix. Esteban s'avança, décidé. On peut t'aider à sortir de là. Tu n'es pas seul. Mais Matteo secoua la tête, prisonnier d'un mélange de peur et de frustration. Vous ne comprenez pas. Ici, rien n'est comme ça en a l'air. Alors, Rosaura fit un pas de plus. Elle sortit de sa poche le mouchoir bleu. Tu te souviens de ça? Je l'ai retrouvé là où tu vivais avant qu'on ne t'arrache à moi. Matteo le prit de ses mains tremblantes. Ses yeux se remplirent de larmes. Je le gardais pour le jour où je pourrais peindre à nouveau. Mais ce jour n'est jamais venu. À peine eut-il parlé qu'un bruit derrière eux les alerta. Deux hommes surgirent de l'arrière de la boutique, leurs regards pleins de suspicion. Le patron veut que tu retournes au travail, gamin, lança l'un d'une voix sèche. Matteo acquiesça avec résignation. Avant de disparaître à l'intérieur, il adressa un dernier regard à sa mère. Demain, ici, au coucher du soleil. Ne manque pas, puis les hommes l'entraînèrent. Rosaura resta immobile, serrant le mouchoir bleu comme une relique, le cœur embrasé. Esteban lui prit le bras. Nous l'avons retrouvé. Maintenant il faut penser à comment le sortir sans qu'il ne l'emporte de nouveau. Elle répondit avec une fermeté nouvelle, je ne le laisserai pas passer une nuit de plus enfermé ici. À ce moment, Julien arriva, haletant. J'ai vu deux autres types surveiller la rue derrière. Cet endroit est tenu, et pas par la police. Si on veut agir, il faudra le faire vite et sans un bruit. Ils regagnèrent la camionnette, l'âme lourde. Chaque pas de Rosaura portait le poids contradictoire d'une certitude et d'une peur, son fils était vivant, mais pas encore libre. Derrière eux, la musique et les lumières de la fête semblaient se moquer de leur urgence. Mais dans son cœur brûlait une flamme plus forte que jamais. 3 années d'attente venaient de s'achever dans un regard. Elle ne le perdrait plus, même si pour le récupérer elle devait affronter l'ombre qui le retenait. Le retour à Oaxaca se fit dans un silence de plomb. Toute la nuit, Rosaura revit le visage de Matteo, cet instant où il avait tendu la main pour l'embrasser mais s'était aussitôt replié, déchiré entre l'amour et la peur. Le mouchoir bleu, trempé de ses larmes, lui pesait comme une somme d'années perdues. Esteban finit par rompre le silence, demain au crépuscule, il faudra l'extraire. Nous n'aurons pas de seconde chance. Rosaura sentit un nœud dans sa gorge. Et s'il ne vient pas, demanda-t-elle d'une voix étranglée. Il viendra, mais il faudra être prêt à bouger vite, répondit Julien. Je connais une sente qui contourne le village et rejoint la route sans passer par la place. Alors, ils passèrent la nuit à planifier. Julien resterait au volant, moteur allumé, porte arrière ouverte. Esteban se posterait près de la boutique, à l'affût. Rosaura attendrait plus près, prête à intervenir et à convaincre son fils. Pas question d'employer la force, mais il ne fallait pas traîner. Le lendemain, les heures s'étirèrent comme si le temps se plaisait à les torturer.
Rosaura pria à maintes reprises, implorant que Matteo trouve le courage d'accepter cette délivrance. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle le revoyait enfant, courant dans la cour, les mains tachées de peinture. Au soir venu, ils prirent la route de San Pedro el Alto. Le ciel s'était teinté de violet, lourd de nuages menaçants, et l'air humide annonçait la pluie. La fête battait encore son plein, mais moins dense que la veille, la musique de la fanfare se perdait dans le vent. Rosaura prit place à l'angle convenu, le cœur battant à s'en rompre. Esteban guettait dans le recoin de l'allée, Julian attendait dans la camionnette. Quelques minutes plus tard, Matteo apparut, vêtu comme la veille, son regard fixé sur elle. « Es-tu prête » demanda-t-il d'une voix basse en s'approchant. « Je l'ai toujours été, mon fils. Je ne peux rien emporter, si on me voit avec des valises, ils se douteront. Peu importe. Partons. » Esteban sortit de l'ombre et leur fit signe d'avancer. Ils s'élancèrent vers l'arrière de la boutique, mais une voix rugueuse les arrêta net. « Où allez-vous » C'était l'un des gardes. Aussitôt, Matteo se plaça devant sa mère, prêt à la protéger. « Je la conduis à la place » improvisa-t-il. Elle ne connaît pas bien le chemin, l'homme plissa les yeux, soupçonneux, mais une nouvelle explosion de pétards éclata au loin, détournant son attention. Esteban saisit l'occasion pour le pousser doucement vers la sente. Alors commença une fuite haletante. Le bruit de la fête s'effaçait, remplacé par le silence du chant nocturne. Julian les attendait, moteur tournant. « Montez » cria-t-il. Rosaura, en se hissant dans la camionnette, étreignit son fils de toutes ses forces, craignant presque qu'il ne se dissolve entre ses bras. D'abord rigide, Matteo finit par se laisser envelopper. « Je t'ai cherché chaque jour » murmura-t-elle. « Moi aussi, je rêvais de revenir, mais j'avais peur » confessa-t-il. Sur la route dérobée, il commença à raconter. Arraché à sa liberté, conduit de force au ranch, il avait été menacé, réduit au travail forcé sans salaire, sous une surveillance constante. 2 fois, il avait tenté de s'évader, 2 fois, les représailles infligées aux autres l'avaient dissuadé. Avec le temps, on l'avait déplacé à la boutique, chargé des livraisons, toujours sous l'œil vigilant des hommes du patron. Il parlait d'une voix brisée, mais chaque mot était comme une délivrance, un paean de ténèbres arraché à la nuit. Rosaura l'écoutait, les larmes coulant librement sur son visage. Elle serrait sa main, jurant en silence que jamais plus il ne serait seul, jamais plus il ne serait l'otage de cette ombre. Devant eux, la route s'ouvrait vers Oaxaca, et bien que le danger ne fût pas encore derrière, un nouvel horizon s'annonçait, celui de la liberté retrouvée, celui d'une mère qui avait refusé d'abandonner et d'un fils qui venait de renaître à ses côtés. Lorsque Rosaura alza les yeux, elle croisa le regard d'Esteban, et ce dernier, avec une voix grave qui semblait porter le poids de confidences anciennes, murmura qu'il l'avait reconnu depuis longtemps. « Je l'ai vu là-bas, au ranch » avoua-t-il en parlant de Matteo, « il y a un temps, mais il est parti, et j'ai pensé qu'il ne reviendrait jamais. » Rosaura, bouleversée, fixa Esteban avec surprise, car ce secret qu'il gardait jusque-là brûlait soudain au grand jour. Lui, baissant les yeux, confessa qu'il n'avait pas voulu en parler, mais qu'au fond de lui il savait qu'un jour cette vérité serait nécessaire pour lui tendre la main, pour l'aider à retrouver ce qu'elle croyait perdu à jamais. Pendant qu'ils échangeaient ces mots chargés de résonances douloureuses, la camionnette où ils se trouvaient venait de gagner la route principale. Julian, le mécanicien au cœur simple mais loyal, appuya sur l'accélérateur. Et c'est alors que le ciel, comme s'il voulait sceller cette nuit de retrouvailles, se déchaîna, la pluie tomba drue, lourde, comme une cascade battant le toit du véhicule, semblable à des applaudissements célestes. Rosaura ferma les yeux. Elle ne savait combien de temps il leur restait avant que des hommes ne se mettent à les chercher, avant que des menaces silencieuses ne se fassent sentir. Mais pour elle, dans ce fragment suspendu de l'existence, cela n'avait aucune importance. L'essentiel brillait devant elle, son fils était là, vivant, tangible, respirant. Cette seule certitude suffisait pour que cette nuit devienne un jalon éternel, gravé à jamais comme la nuit où la foi, après avoir été malmenée, trouva sa récompense. La camionnette roulait à travers la tempête, laissant derrière elle un sillage d'eau et de boue sur l'asphalte. À l'intérieur, un silence dense emplissait l'espace, percé uniquement par le martèlement obstiné de la pluie sur la tôle. Rosaura gardait ses yeux rivés sur Matteo, incapable de détourner le regard de peur que tout ne soit qu'un mirage prêt à s'évanouir, un rêve fragile qui la laisserait à nouveau seule, les mains vides. Matteo, recroquevillé à l'arrière, serrait entre ses doigts un vieux foulard bleu, ce signe discret qui l'avait relié à elle à travers le temps et l'absence.
Ses doigts tremblaient en le pliant et en le dépliant, comme si, à force de caresses répétées, il voulait graver dans sa mémoire chaque fibre, chaque fil de ce tissu devenu talisman. Puis, d'une voix basse, rauque d'émotion, il brisa le silence, « Je ne sais pas si je pourrais redevenir celui que j'étais. » Ces mots, lourds du poids de ce qu'il avait traversé, flottèrent dans l'habitacle comme une confession douloureuse. Rosaura, d'un geste maternel, posa sa main sur ses cheveux encore humides de la pluie et répondit avec une tendresse infinie, « Tu n'as pas besoin de redevenir le même, mon fils. Tu n'as qu'à être vivant, et rester auprès de moi. Le reste, nous le reconstruirons ensemble, pas à pas. » Esteban, assis à l'avant, suivait la scène à travers le rétroviseur. Ses yeux reflétaient à la fois le sérieux de l'instant et une lueur de fraternité. Il ajouta calmement, « L'important, c'est qu'à présent, tu puisses choisir ton propre chemin. Plus personne ne le choisira à ta place. » Matteo acquiesça doucement. Ses yeux, bien que marqués par le fardeau des épreuves subies, laissaient déjà transparaître l'éveil d'une volonté nouvelle, celle de se réapproprier sa vie. Lorsque le véhicule atteignit enfin la ville, Julien préféra s'arrêter à la lisière du quartier. Il déclara qu'il valait mieux éviter les regards indiscrets. Avant de repartir, il prit la main de Rosaura dans la sienne et la serra avec sincérité. « Je suis heureux que vous l'ayez retrouvé, » dit-il avec émotion. Rosaura, les yeux brillants, répondit d'une voix ferme, « Merci, Julien. Ce que tu as fait ne s'oubliera pas. » Lui, le regard voilé par ses propres souvenirs, souffla encore, « J'espère seulement que mon frère, où qu'il soit, aura lui aussi une seconde chance. » Ces paroles laissèrent derrière elle un écho mélancolique. Puis, Rosaura et Matteo, la main dans la main, empruntèrent les ruelles pavées qui les conduisaient vers la maison. Lorsqu'ils poussèrent enfin la porte, la flamme de la petite bougie placée sur l'autel domestique brillait toujours, inaltérable, comme si elle avait patiemment attendu ce retour, comme si elle avait refusé de s'éteindre jusqu'à ce que le vœu exaucé s'accomplisse. Rosaura conduisit son fils devant la table ornée de la statue de la Vierge. « C'est ici que j'ai prié pour toi chaque jour, » murmura-t-elle, « et c'est ici que je rendrai grâce jusqu'à mon dernier souffle. » Matteo contempla l'autel en silence, ses lèvres tremblantes, avant de s'agenouiller avec un soupir profond. « Merci de ne pas avoir renoncé, maman. Il y a eu des nuits où je croyais que, même si je m'échappais, tu ne voudrais plus de moi. » Alors Rosaura, les larmes aux yeux, le serra contre son cœur, « Je t'aimerai toujours, mon fils, jusque dans les ténèbres les plus épaisses. » À ce moment-là, Esteban, qui se tenait déjà près de la porte, prêt à repartir, annonça calmement, « Mon travail ici est terminé. » Mais Rosaura, avec insistance, répondit, « Non. Ici, tu auras toujours une place. » Un sourire discret effleura alors les lèvres d'Esteban. « Je ne pars pas parce que je le veux, mais parce que je sais que mon chemin continue ailleurs. Il y a encore tant de gens dehors qui ont besoin de rentrer chez eux. » Ces mots portaient le poids d'une mission sans fin. Avant de franchir le seuil, il sortit de sa poche une petite croix de bois, usée et lissée par le temps. Il la tendit à Rosaura, « Pour que tu te rappelles que, même lorsque tout semble vide et que personne ne paraît venir, il y a toujours quelqu'un en route, qui cherche. » Rosaura la reçut avec émotion, sentant sa gorge se nouer. « Que Dieu t'accompagne, Esteban. » Il inclina la tête et répondit, « Et qu'il soit avec vous », puis s'éloigna dans la pluie, sa silhouette se dissolvant dans la nuit humide. Ce soir-là, Rosaura et Matteo s'assirent à table pour partager un repas, le premier depuis 3 longues années. La table, pourtant simple et modeste, leur parut abondante, débordante de vie. Ils parlèrent peu, leurs regards, chargés de reconnaissance, remplaçaient toutes les phrases inutiles. Dehors, l'orage commençait à se calmer, et un air frais pénétrait par la fenêtre entr'ouverte, comme une caresse nouvelle sur leurs visages apaisés. Quand Rosaura se coucha enfin, elle sentit en elle une fatigue singulière, ce n'était plus la lassitude écrasante de la douleur, mais un soulagement profond, celui qui suit les longues batailles intérieures. Elle savait que les blessures mettraient du temps à guérir, mais elle avait conscience qu'un premier pas décisif avait été franchi. Dans la chambre voisine, Matteo dormait paisiblement. Chaque respiration de son fils devenait pour Rosaura une preuve vivante que le miracle s'était accompli. Avant d'éteindre la flamme de la bougie, elle leva une dernière fois les yeux vers la lumière tremblante et murmura, « Merci, Seigneur. Merci de me l'avoir ramené. » Et son cœur, brisé puis recollé par la grâce, trouva un repos qu'il n'avait pas connu depuis des années. Alors, cher ami qui entend ce récit, si tu crois encore au pouvoir de la foi, si tu crois que les miracles n'appartiennent pas seulement aux pages jaunies des anciens livres,
mais qu'ils se tissent chaque jour dans nos vies fragiles, retiens cette histoire. Car elle nous rappelle que l'espérance, lorsqu'elle refuse obstinément de s'éteindre, finit toujours par vaincre les ténèbres. Et si toi aussi tu veux continuer de marcher dans ces récits où la lumière surgit au cœur de la nuit, joins-toi à cette voix qui témoigne. Car il existe encore des fins heureuses qui ne naissent pas de la facilité, mais d'un simple geste tenace, celui de ne pas abandonner.